Yes, salut à tous, c'est Nick Fury. Bienvenue dans Creative Hustlers, le podcast de la plateforme Hike. On y parle d'art, de musique, de culture, sans filtre, en abordant un peu toutes les dimensions de ces disciplines et notamment l'état d'esprit de l'artiste et l'aspect économique, le hustle, l'arrière-boutique de l'artiste. Et c'est complètement à propos parce que la plateforme Hike, elle a été créée pour et par les artistes. D'ailleurs, Abdallah, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide, comme d'hab, de la plateforme pour ceux qui découvriraient et nous rejoindraient? Avec plaisir. Salut à toutes et à tous. Salut, la formule secrète. Salut. Alors Hike, c'est la première plateforme, direct to community pour, musique, art et culture, comme le disait justement Nick Fury, qui relie, du coup directement les artistes, leurs créations et les communautés dans une économie en direct pour permettre à tous ceux, qui kiffent, qui captent et qui croient dans la création d'un artiste de pouvoir, participer directement à financer, sa création. Voilà, on en reparlera tranquillement tout au long de l'émission. C'est ça. Et puisqu'on reçoit aujourd'hui, on est fiers et content de recevoir la formule secrète. Donc, le blogueur préféré de tes blogueurs, celui qui va deep dans l'analyse des artistes, et ça fait du bien parce que pour le coup, le journalisme et notamment rap, on a pris un coup ces dernières années avec une espèce de starification, je dirais, des journalistes directement, ce qui peut parfois nuire au truc. Mais en tout cas, on en reparlera. La formule secrète, donc Jérémy de ton prénom, C'est ça. et tu as créé une chaîne YouTube où justement tu vas bien plus en profondeur sur les sujets que tu traites, et tu parles notamment de pas mal d'artistes qui, on va dire, ne peuvent pas forcément être en lumière, en tout cas n'ont pas la lumière des algorithmes, mais ont celle des connaisseurs. Et donc, écoute, je peux te laisser te présenter rapidement pour ceux qui ne connaîtraient que cette espèce de sigle, LFS, la formule secrète. Et déjà, pourquoi la formule secrète? Bah, évidemment, le clin d'œil, c'est le morceau d'Assassin, donc qui était sorti sur Rapatitude, je crois, à l'époque. Et alors c'est pas forcément le premier morceau d'Assassin que j'ai écouté, mais c'est un de ceux qui m'a le plus marqué parce que vraiment chez Assassin, j'ai beaucoup aimé la période Homicide volontaire, également Touche d'espoir. Mais au final, ce que je retiens, c'est surtout vraiment le côté pionnier avec ce son, un peu des 80s qu'on avait, aux États-Unis, très électronique en fait sur les prods et des flows très nin 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 nin, enfin voilà. Et bref, ça fait partie des quelques sons, que je réécoute toujours autant, bientôt 40 ans après ou 30 ans, 35, ouais, c'était quand 89-90? Ça fait un Ouais, bail quoi. toi, t'étais Donc tout voilà, le clin petit. d'œil, c'était ça. Et surtout aussi, c'est parce que mon idée, c'était de décortiquer, vraiment justement comme tu dis, aller en profondeur et décortiquer en fait ce qui fait la singularité et le talent, de d'artistes du rap français et bien évidemment, aussi le succès de leur œuvre, d'albums et cetera. Donc voilà, le titre assez rapidement trouvé. Voilà. Et après moi je suis juste un passionné de rap français, depuis le début des années 2000. C'est-à-dire c'était mon époque collège me concernant. Et c'est vraiment une passion qui a été vraiment un peu la passion d'ado quoi, qu'on peut avoir, je pense que on est très nombreux à avoir une espèce de moment entre les 12-20 ans, à avoir des grosses passions. Il y en a, ça va être le sport, il y en a, ça va être la musique, il y en a, ça va être le cinéma, il y en a, enfin bref. Et moi, ça a vraiment été le rap, particulièrement français. Et je me suis dit: «Voilà, moi qui suis vidéaste», puisque c'est mon métier depuis maintenant 15 ans bientôt. Ça faisait un bail déjà que j'y pensais, mais depuis 2014, l'idée me trottait dans la tête de me dire: j'ai des compétences, dans tout ce qui est, filmer, monter, heu, étalonnage, effets spéciaux, ce que vous voulez». J'ai aussi un petit côté journalistique, c'est quelque chose parce que moi j'aime beaucoup écrire et cetera. Et donc pourquoi ne pas mélanger tout ça pour parler du rap que j'aime, et pour défendre à l'époque, donc on était, au moment du covid quand ça a été lancé. Il y avait une espèce de nouvelle vague, rap français, assez différente de ce qu'on avait connu. Mais j'ai l'impression que sur YouTube, on avait tendance à beaucoup parler de ces nouvelles vagues, des artistes émergents, mais assez peu finalement du patrimoine, qu'on a eu, dans les années 90-2000, dans le rap français. Et donc je m'étais dit: «Bah oui, il faut que quelqu'un le fasse», et moi j'ai envie de le faire. Donc voilà, tout simplement. Ouais, c'est Donc vraiment tu es c'est un enfant du Covid, quoi? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, mine de un rien, enfant culturel du Covid.
Mon premier mon premier épisode sur Nesbill était quasiment terminé, avant le covid. Mais en fait, j'avais tellement de taf, c'était une bonne époque, j'avais énormément de taf. Du coup, je ne prenais pas le temps de terminer et de me lancer vraiment. Et effectivement, il y a eu ce truc du covid où, comme beaucoup de gens, je me suis retrouvé chez WAM avec plus de travail et donc bah, c'est effectivement l'occasion de se lancer un peu à corps perdu, dans un truc plus passionnel, quoi. C'est vrai que le fait de se dire journaliste quand t'as pas de carte de presse, et cetera, très peu de enfin, il y a des gens qui ont une espèce de pudeur par rapport à ça, mais qui en réalité font, du pur journalisme, pardon. On les appelle souvent blogueurs, par exemple. Il y a plein de blogueurs rap, et surtout rap indé qui sont très intéressants et qui, je pense, mériteraient bien plus de talent de journaliste que certains journalistes. Et mais toi, du coup, tu t'es défini par rapport à ce qui manquait on va dire, dans le paysage médiatique rap de ton époque. C'est soit parler on va dire, de ce patrimoine dont tu parlais, qui était celui qui était un peu moins easy listening ou un peu plus difficile à trouver parce que plus difficile à comprendre. Et du coup, depuis, c'est vrai que tu en as fait un peu ta marque de fabrique. Et quand est-ce que toi, tu as pu faire ce constat où médiatiquement, il manquait vraiment tout un pan de cette culture rap? Bah, clairement, moi, j'ai commencé à aller sur YouTube dans les années, bah, très vite, peut-être pas au tout début, je crois que c'est apparu en 2005-2006. Je pense que j'ai commencé à aller sur YouTube à la fin des années 2000, et bien sûr, il y a eu énormément de successions de créateurs là-dessus. D'abord les fameux Norman Squeezie et tout ce que vous voulez, Cyprien, blablabla, et ensuite des choses beaucoup plus intéressantes par la suite. Et en fait, finalement, tout ce dans la sphère, rap, en tout cas rap français, finalement, ça a mis du temps à émerger, et vraiment pour moi les 2 personnes qui ont été très connues et qui a été très bons par ailleurs, hein, mais c'est le Chroniqueur Sale, et le Règlement qui avaient chacun un peu leurs pattes, leur direction artistique et leur sujet de référence, et donc ça, c'est à peu près l'époque, bah, juste avant que je lance le média, donc on va dire 2018-2019. On va dire que c'était eux qui étaient identifiés. Après, il y en avait forcément d'autres que je ne connaissais peut-être pas, parce que voilà, comme d'hab, les algorithmes, de toute façon, on va en parler en long et en large aujourd'hui. Mais en tout cas, il y avait personne sur le truc de, OK, on va parler de ce qu'il y avait avant, parce que oui, c'est cool, en 2020, il y a des super albums, il y a aucun souci là-dessus. Mais il y a toute une génération de gens qui découvrent le rap entre 2015 et 2020 avec des Nekfeu et tout ça, ou même un petit peu plus tôt, des Sections d'Assaut, et en fait, ils ont pas forcément de grands frères ou alors ils ont pas forcément de potes un peu plus âgés qui viennent leur faire, découvrir un peu ce qui s'est passé avant, sachant qu'il y a des trucs incroyables à toutes les époques, de tous les styles. Et donc moi, l'idée, c'est de me dire: «Bah oui, il faut en parler, en fait». Enfin, j'ai pas envie que ma culture, elle disparaisse, avec ce côté un peu, tu sais, très, il y a que le présent qui compte, quoi. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est encore plus le cas. On a l'impression qu'on est dans un présent permanent, en tout cas, hein, au niveau culturel, par exemple, C'est clair. mais ça peut être aussi au niveau politique, enfin bref. Et ce qui fait qu'en fait, les gens n'ont pas forcément de recul sur ce qu'ils écoutent, sur ce qu'ils consomment. Ils se disent pas: «Ah oui, ça, en fait, ça vient de tel truc». Non, non. Il y a un truc qui leur pop devant les yeux ou les oreilles et ils vont le prendre et ça va pas aller plus loin, quoi. Et ça, c'est vrai que j'ai tendance à trouver ça dommage, parce que clairement, bah, c'est le rap, c'est de la musique, donc c'est un art, donc l'art, ça se conserve, l'art, ça se présente et pas forcément dans des musées. Ça peut être partout. Ça peut être dans la rue, ça peut être sur internet, ça peut être, de comme ça autour d'un canapé ou d'une bière, peu importe, mais en tout cas, il faut le partager, quoi. C'est assez intéressant cette notion de présent permanent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on a même quelque chose d'un peu inédit, c'est que la durée d'un artiste, enfin, le mec devient old school hyper rapidement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un mec était là il y a 2, 3 ans, bah, il est déjà considéré comme à l'ancienne ou old school. Et je pense, moi j'ai une petite analyse là-dessus, c'est très lié tu parlais de la version politique de la chose. C'est très lié à cette espèce de culture instantanée des quartiers, de culture politique instantanée. On le voit avec, par exemple, à chaque nouvelle bavure, on se remobilise comme si c'était la première et les noms de plusieurs dizaines de personnes qui ont subi exactement la même chose ne sont même pas connus par les gens qui sont dans une même manif. Et c'est ce qui fait que ce combat-là, sans mémoire, en tout cas pas pour tout le monde, évidemment, il y a des gens qui dedans savent documenter la chose et ont cette mémoire-là, portent cette mémoire, mais sans mémoire,
on va dire que la force interne d'un mouvement, qui soit culturel ou politique ou quoi que ce soit, elle aura très peu de marge de manœuvre, ou en tout cas de manière de s'installer dans l'esprit critique global, en France en tout cas. Euh, L'intérêt et le truc qui est très cool, même avec ta manière de couvrir un peu ces artistes, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de très transversal. On n'est pas uniquement sur des rappeurs qui, par exemple, peuvent être considérés comme plus alternatifs ou quoi. Et c'est vraiment, tu vas chercher et tu analyses les lyrics, ce qui est pas le truc le plus souvent, c'est pas le truc le plus évident, même si ça paraît un peu normal qu'un journaliste qui écoute un album analyse ce qui est dit dans le texte de cet album. Quand tu reçois la musique, est-ce que c'est directement cette analyse qui te vient à l'esprit? Est-ce que c'est ta manière de travailler? Bah, ça pour le coup, je pense que comme tout le monde plus ou moins, j'ai évolué là-dessus, avec «l'air du temps» entre guillemets. Parce que moi quand vraiment, ma passion se développe pour le rap, c'est-à-dire que je ne fais pas qu'écouter Skyrock, et notamment des choses qui sont très bien par ailleurs, hein, mais, Sniper, la FF ou, DC's ou je sais pas, Cool Chain, enfin bon bref. L'époque où je dépasse vraiment ce truc de, je prends le mainstream qui passe à la radio. Bah, c'est avec des crews dont La Caution notamment. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a ce truc d'écriture notamment. Voilà, moi je suis pile poil au lycée à ce moment-là, donc j'ai ce truc des cours de français. On commence vraiment à analyser que ce soit les poètes ou les romans ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai un peu ce truc de me dire: «Ah ouais, mais en fait, moi qui suis déjà un passionné de littérature, plutôt jeunesse à l'époque parce que je suis assez jeune, j'ai 15 ans». Je me dis: «Mais en fait, il y a des rappeurs, c'est des dingues, genre vraiment ils écrivent comme des dingues». Du coup, je prends le rap par ce biais-là, par le biais de l'écriture. Et en fait, au fur et à mesure des années et surtout depuis que j'ai lancé la chaîne, en fait, je suis allé un peu dans les autres branches, que je connaissais moins parce que moi, toute ma famille ont fait de la musique sauf moi quasiment. Donc voilà, j'ai jamais fait de solfège, jamais fait de j'ai toujours, dit: «Non, moi ça me casse les couilles, je veux pas aller dans un cours, je ne veux pas m'entraîner à un instrument». Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est écrire et c'est, filmer, machin, bref. Et du coup, là, c'est vrai que depuis quelques années, je commence beaucoup plus à me prendre le côté, musical, heu, rap, sachant que, bah, évidemment, le côté plus technique, on va dire, donc c'est-à-dire le fait de placer ses rimes, d'être calé sur tel BPM ou tel autre. Tout ça, je me le suis pris, bah, entre, on va dire, ma période plus écriture de quand j'étais jeune et maintenant. Et là, c'est effectivement qu'on est dans une ère du rap où il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui ont envie de chanter, qui ont envie de placer des mélodies, qui ont envie de rapper, mais en même temps, sans forcément se fermer la porte de on peut aussi faire, des trucs un peu plus musicaux, au sens mélodie. Et ben, je veux aussi prendre ça parce que, bah, je fais partie du public actuel, donc je suis forcément influencé un peu par l'air du temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression vraiment d'être, très généraliste, mais du coup dans le bon sens. C'est-à-dire que je vais savoir reconnaître, un morceau de rap qui est hyper bien écrit, et dire ça, c'est hyper bien écrit, mais musicalement, ça me parle moins et inversement, des rappeurs qui sont, bah, on va dire qu'on ne va pas écouter pour leur texte ou même parfois pour leur placement et c'est pas forcément des grands, techniciens du flow, mais ils ont quelque chose, ils ont une direction artistique et là, on peut penser bien sûr, bah, au groupe le plus majeur des dernières années, enfin 15 maintenant, mais PNL par exemple. Typiquement, moi, je fais partie de ces gens qui ont eu du mal à s'y mettre, parce que je me dis: «Mais c'est pas du rap, attends, ils savent enfin, elle est où la technique là-dedans?» Et au final, avec le recul, je comprends en fait ce qui est incroyable et c'est juste que c'est pas forcément ce à quoi avec quoi on a grandi. Mais ça fait partie en fait du rap et c'est une manière de refaire du rap un peu différemment et au final j'adore aussi. Juste pour d'autres raisons. Donc maintenant je suis assez ouvert là-dessus et je peux me prendre un son par plein de biais en fait, que ce soit la prod, le flow, l'écriture, la personnalité, enfin voilà, je suis assez ouvert là-dessus. Et mais du coup, c'est intéressant ce que tu disais parce que dans je me permets, je suis moins fin connaisseur, mais j'ai l'impression beaucoup dans le rap et dans les médias et le journalisme et parce que je pense que l'approche dont tu parles est quand même, assez journalistique aussi. On a l'impression que c'est souvent, comment dire, la critique, elle est pas très présente quoi, en fait. C'est toujours quand même, super lissé. Alors est-ce qu'il y a des intérêts, derrière ou quoi? Je sais pas, je connais pas assez bien l'écosystème, mais mais je me demandais, ouais, comment toi tu vois les choses justement? Est-ce que tu gardes, une 100 liberté, éditoriale? Est-ce que tu te permets, comme tu viens de le faire, de dire que ça paraît nul, mais c'est bien en fait?
en caricaturant, quoi, ou de dire: «Ça, Mmh. c'est vraiment à chier, quoi, en fait», ou «Ça, c'est génial, et pour quelles raisons?» et cetera et cetera. Parce que, enfin, de ce que j'entends aussi beaucoup et de ce que je vois, c'est quand même, c'est, très souvent quand même très, c'est quoi le mot, Nick Fury? Aide-moi. Con Heu, Condescendant? non, le Non, non, justement, ah ouais, là, ouais, pas heu, complice, mais heu, oui, je vois ce que tu veux dire, bon, en gros, quand tu es d'accord et tu as un béni «oui, oui» et c'est tu dis ça. «oui», quoi. Ouais, c'est ouais, ça, et J'ai pas ouais, le mot, mais oui, c'est ça. bon, on coupera au montage, mais du Mmh. coup, du coup, ouais, comment toi tu Mmh. vois ça aussi, ce travail, de critique, quoi, artistique, en fait? Bah, là, après, ah c'est le mot, c'est ouais. complaisant. Ah voilà, Complaisant, Ouais, voilà. complaisant, exactement, ouais. Ouais, Bah, je pense qu'il y a en fait, il y a tout ça, c'est une histoire, comme d'hab, d'argent, entre autres, hein, mais pas que, mais il y a des gens dont c'est vraiment le métier à temps plein et qui ont d'ailleurs, j'imagine, des salaires corrects, voire très, très bons. Et qui vont du coup, on va être dans une position plutôt, bah, il faut être bien avec les artistes, il faut être bien avec les maisons de disques. Voilà, je vais pas aller critiquer un album ou dire c'est nul ou je sais pas quoi, parce que en fait, ça peut me priver de, bah, soit de sponsors, placement de produits, soit, juste d'être bien avec une maison de disques pardon et donc de recevoir des albums en avance ou d'être invité à un concert, je sais que sais-je, enfin bref. Il y a déjà cette catégorie-là et après il y a, aussi le truc d'internet où, alors notamment Twitter, Instagram où, c'est des formats courts, du coup tu vas pas faire une vidéo de 40 minutes et donc forcément en 2 minutes tu vas dire moins de choses qu'en 40 et donc tu vas pas utiliser, tu vas pas aller dans le détail. Tu vas juste dire: «Lourd, ah ça c'est lourd, ah carré la prod», et tu vas utiliser des termes un peu fourre-tout, bateaux comme ça, ou alors juste tu vas pas, Ah oui, c'est un tu peu un vas pas, journalisme d'auditeur ça, en ouais. réalité. Oui, c'est ça, C'est pas un exactement et là, journalisme parce de que du coup, on n'est journaliste, plus c'est un vraiment dans le journalisme, journalisme, on est heu, plus dans l'influence, ouais, le côté influenceur et cetera, voire même et d'auditeur, après moi, quoi. je sais qu'à titre personnel, mais ça, c'est vraiment un choix, moi, déjà, de toute façon, je gagne clairement pas ma vie de ça et je pense que ça arriverait jamais, même si maintenant j'arrive à me faire un petit peu de sous quand même sur le côté et cetera, il y a mais ce avec truc de Ike moi, si peut-être j'ai fait qu'on va changer ces ça. ouais, voilà, enfin, justement, c'est l'idée de Ike. L'idée, c'était quand même de, mettre en valeur, les artistes qui n'étaient pas mis en valeur. Donc forcément, je vais mettre en valeur des gens que j'aime. C'est un peu logique. Après, ça me dérangerait pas un jour de, voilà, de, entre guillemets, de dire du mal d'un album que je trouve pas très bon. Après, moi, j'ai aussi une mentalité de c'est mon caractère que je vais toujours trouver le bon, même dans le plus mauvais. Comme dirait un rappeur, Dernier Pro, un rappeur que je big up, que j'ai toujours pas fait un épisode sur lui d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire que, moi je saurais trouver le bon même dans le truc le plus horrible, mais c'est juste qu'après voilà, c'est pas ma démarche. Je suis pas dans une démarche de critique et il y a des gens qui le font très bien, aussi dans l'indépendance. Je pense à des mecs comme, Yerem Sarr par exemple, Ouais, et qui le font on avec connaît bien. humour aussi, Ouais, et ça c'est intéressant et voilà, pour moi on est côte côte. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le même, segment, lui il est plus dans la critique, parfois un peu virulente, parfois avec de l'humour. Moi je vais vraiment être plus dans la découverte, redonner les lauriers. Voilà, chacun sa branche quoi. ouais, valorisation du patrimoine, Mmh. comme tu disais, ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une frontière, qui est tenue entre parler d'un artiste et servir sa promo. Mmh. Des fois même, ça peut compliquer, même certains interviews où il y a des mecs qui sont avec l'expérience. Des fois, tu viens, peu importe la question de la personne, il y a un truc qui est assez efficace, c'est de tout ramener à ton album, de tout ramener à ce que tu veux dire et ne pas aller dans quelque chose de plus profond. Est-ce que toi, en règle générale, les artistes, puisque tu choisis des artistes que tu trouves plus intéressants et qui ont un peu plus de profondeur, est-ce que tu choisirais pas aussi ces gars-là parce que tu sais que tu vas avoir du répondant entre guillemets derrière? Bah, oui et non, c'est-à-dire que de base, c'est pas l'idée. Après effectivement, il y a un truc que j'ai remarqué avec le temps, c'est que des gens qui sont un peu plus connus. Par exemple, quand j'ai fait l'épisode sur Tandem qui est tout récent, donc Mac Tayer, c'est quelqu'un qui est encore hyper populaire, par rapport à son âge et sa longévité dans le rap, qui pose avec des jeunes qui sont plutôt, mis en avant et malheureusement, bah, quand j'ai envoyé le lien de l'émission ou même je sais plus si j'avais essayé de lui poser des questions avant d'écrire, mais en tout cas, j'ai jamais eu de retour mais ça m'a pas étonné. Enfin, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, c'est comme ça». Enfin, moi, j'ai 3 000 abonnés, voilà, peut-être que Non, la bah, personne était dans une sélection de des gens avec qui ra il va répondre, quoi. Enfin,
Après ça, je pense que c'est plus des histoires d'emploi du temps et de priorité, Mmh. et cetera. Et c'est vrai que quand, il y a pas de visibilité, certaines personnes peuvent avoir à des moments, je pense que mais par contre, un mec comme Mac Taylor, c'est vraiment quelqu'un qui a justement, avec lequel tu peux avoir des discussions bien plus profondes et bien plus, pointues. C'est vrai que c'est dommage pour, de pas avoir fait sur l'épisode de Tandem qui était très bien, hein, qui était top et la manière dont toi tu l'as amené même comme ça en racontant quelque part. C'est ça qui est intéressant avec tes vidéos, c'est que tu racontes l'artiste. T'es pas uniquement dans une chronique d'un titre, etc. Et voire même à donner un avis j'aime pas, lourd, pas lourd, etc. Et ça, c'est vraiment assez intéressant parce qu'on sent vraiment d'une vidéo que tu as faite avec l'impression d'avoir un peu plus compris l'univers de l'artiste. Et ça, c'est top, ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc, enfin, là, si on reprend cet épisode sur Tandem, évidemment, cet album, il est lié à un contexte qui est celui des émeutes de 2005. Donc pour moi, c'était impossible de ne pas parler de ça dans la vidéo, par exemple. Parce que même s'il est sorti avant les émeutes, en fait, c'est un point de rupture, donc on va pas refaire l'histoire, mais Sarkozy, blablabla, qui va dans les quartiers, qui insulte des gens, et cetera. Bavure policière, en veux-tu, en voilà. Donc en fait, pour moi, ça fait partie de l'histoire de l'album, au même titre que, par exemple, quand je vais parler d'un album de La Caution, bah, je ne peux pas, ne pas parler des groupes qu'ils ont fréquentés, que ça soit TTC, que ça soit, James Delec, que ça soit même des gens où on pourrait se dire: «Ah, c'est bizarre, je les verrais pas faire des feats ensemble», mais vous avez fait un morceau, sur une des tapes, de d'Alpha 520 ou Ghetto Fabulous Gang, je sais plus Ouais, c'est exactement. vrai. Rime et Heu gloire. C'était la mixtape Rime Exactement, et gloire, voilà. ouais. Ouais, ouais. Donc bref, il y a aussi un contexte qui est un peu différent, qui est, nous, on fait une certaine forme de musique qui sonne différemment parce qu'on a des influences, blablabla, bref. Bref, pour moi, il y a pas que la musique, il y a aussi ce qui est derrière et ça, je trouve ça déjà de base hyper intéressant d'en parler donc autant le faire, quoi. Enfin, si ça peut apporter des billes à d'autres gens, c'est cool. Et d'ailleurs, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui pour les artistes. C'est-à-dire que s tu peux avoir un espèce une espèce d'étincelle parce que tu as un hit et le truc a fonctionné, un peu importe le niveau, hein, ne pas forcément au plus grand niveau mainstream, mais même à un niveau correct, tu as un hit, mais ce qui va te faire durer, c'est qui tu es. Bien évidemment, en continuant à donner de la musique, mais le fait d'avoir une identité forte ou en tout cas quelque chose de plus intéressant derrière le hit, derrière la musique. Et pour le coup, c'est pour ça que je pense que la formule secrète a justement de beaux jours devant elle parce que c'est le moment où énormément d'artistes, même ultra mainstream, n'ont pas cette plus-value de que les gens puissent s'accrocher à qui ils sont. Il y a des gens qui sont très très malins et très intelligents et enfin je dis malin dans le bon sens du terme, hein, très intelligents dans la manière de d'amener tout un personnage en même temps que la musique, ce qui renforce l'adhésion et ce qui fait que les gens restent beaucoup plus et aiment connaître. Nous, on était des générations qui voulaient uniquement rapper. Mais malgré nous, on transpirait tellement nos textes et nous-mêmes, humainement, on transpirait tellement quelque chose d'assez brut ou d'assez, ouais, on va dire nature et authentique que c'était assez facile de pouvoir associer à la musique une image, un univers, un personnage, un charisme quelque part. Et ça, c'est vrai que, et c'est pour ça que moi je trouve hyper intéressant tes vidéos, c'est qu'on ressort un artiste qu'on connaissait que de surface, on ressort, on a des billes sur qui il est, quel est son univers, comment on prépare une vidéo, la formule secrète pour un artiste quand on est derrière son ordinateur et qu'on commence à y penser. C'est évidemment beaucoup de recherche. Bah, si c'est un artiste des années 2000 ou 90-2000, il me reste encore un fond enfin, je dis un fond, en vrai, une petite trentaine de magazines, donc j'hésite pas à aller voir ce qu'il y a si j'ai des articles ou des interviews là-dessus. Après évidemment, c'est comme ça va être internet, hein, c'est la base, que ça soit des archives de vieux trucs à la 90 BPM, abécédaire du son, peu importe ou des vieux forums. Il y a même certains sites, on en parlait encore avec, Arôme l'autre jour, rapanisation.free.fr. C'était un site à l'époque, 2005-2010, voilà, où on parlait de La Caution, on parlait du groupe d'Arôme. Bref, il y a encore des trucs qui sont en ligne et l'idée, bah, c'est bien sûr que je vais piocher là-dedans.
Et après, bah, évidemment, ça va être l'analyse de l'œuvre. Donc là, on est dans un truc plus personnel de subjectivité. Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me parle moins? Et donc forcément aussi l'interprétation. Quand il a dit ça, que pourquoi? Quand il a mis tel sample de tel artiste, pourquoi? Et là, on est vraiment plus dans le subjectif, mais en même temps, j'essaye quand même un petit peu de me détacher, enfin voilà, de pas être comme tu dis dans j'aime pas, donc même s'il y a des morceaux que j'aime un peu moins, je vais essayer de savoir reconnaître les forces et éventuellement en parler, même si c'est pas forcément le morceau, le plus incroyable de l'artiste en question, quoi. Mais, voilà, donc ça va être les vraiment plus les étapes, en amont, sachant que quand c'est des artistes où je peux avoir des connexions, notamment via les réseaux, j'ai souvent des questions à leur poser en amont, histoire de pas dire de conneries. Parce que par exemple, quand je raconte, ouais, tel rappeur vient, de Bordeaux, bah, s'il vient de Tours, ça fait bizarre. Voilà, des petits trucs comme ça, Ah, quoi, mais c'est clair, si tu fais, c'est clair que tu dois mmh, tout double checker parce que sinon, mmh, mais du coup, il y a un autre truc qui est assez intéressant avec ces mecs qui maintenant arrivent ou pensent arriver, en tout cas ont pris euh, le blueprint de certains mecs pour pouvoir décortiquer les lyrics sous l'angle technique. mmh. C'est-à-dire, on n'est plus du tout sur forcément ce que ça veut dire, etc., mais sur un ensemble. Et on le voit avec des gens qui font souvent des mecs comme Eminem ou Kendrick Lamar ou ce type de choses-là. Et toi, vis-à-vis de ça, je pense que as déjà vu tout ce type de vidéos-là qui décortiquent sur l'aspect, on va dire, de la richesse des rimes ou de la richesse de l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de pousser un peu plus, peut-être sous d'autres formats que de la vidéo longue, peut-être sur les réseaux, par exemple, l'insta de la formule secrète, etc. En soi, ça pourrait être une idée, pas inintéressante du tout parce qu'effectivement, c'est un truc qui est hyper cool. Enfin, moi qui je le fais depuis, l'épisode 1 et plus particulièrement le 2 quand j'ai commencé à parler de d'Asphalte Hurlante où là, ça se prêtait totalement, Mhm. totalement à ça. Après, c'est vrai que c'est moi, je vais être quand même pour l'instant, je suis encore dans une démarche, même si je sais que c'est à contre-courant, de faire plutôt des vidéos un peu plus longues. C'est un minimum de 15 minutes parce que, voilà, faire des reels, pourquoi pas, quand on veut parler d'Instagram, ou des TikTok, peu importe. Pourquoi pas si c'est extrait d'une émission. Mais si c'est juste faire un reel pour dire: «Regardez, il a fait telle rime», voilà. Enfin, Ouais, c'est pas c'est pas c'est la voilà. direction, quoi. Ouais. Moi, j'ai besoin un petit peu de m'installer dans un truc un peu plus long terme et encore une fois, ça rejoint l'idée du présent permanent. C'est ce truc de OK, oui, en fait, il y a des gens, ils font des stats de malades sur les réseaux avec des reels de 1 minute où ils disent: «Regardez, oh quand, je sais pas moi, quand, Rakim a fait ce freestyle en 1987 dans tel truc, il a fait telle rime» et les gens étaient choqués. C'est super cool, c'est une anecdote trop cool. Mais en fait, je la regarde, je vais scroller, j'ai oublié. Ouais, c'est pas le même boulot. Alors que moi, si je te propose une vidéo de 40 minutes ou même de 15 à la limite, où je vais te dire: «Rakim en 1987, vivait dans tel quartier et donc il traînait avec tel machin et donc c'est avec lui qu'il a appris à rapper et que je vais aller jusqu'au bout et là, je vais aller faire effectivement le décortiquage de fin qui va un peu donner la consécration. Je pense, enfin j'espère, que les gens qui auront regardé vont retenir la chose et vont en sortir un petit peu, pas avec, je sais pas, c'est pas une leçon, c'est pas un cours quoi, mais en tout cas, ça va les enrichir quoi, culturellement et sur leur passion Mmh, ça et moi, j'ai l'impression qu'avec cette culture du présent permanent et donc du scrolling et tout ce que tu veux, bah, ouais, moi, je regarde des reels comme tout le monde tous les jours et franchement, j'en retiens que dalle. Enfin, à la limite, le domaine où ça peut marcher, c'est des trucs un peu humoristiques. Voilà, je vais retenir que Bardella, il a dit, trèfle au lieu de je sais plus quel mot dans une interview à BFM et du coup, c'est un bolos. Mais après, dans les trucs un peu plus sérieux, bah, ouais, tu c'est classé chaud, quoi. Bardella dans la catégorie humoriste, c'est sympa, hein. Bah, ouais, Après les enfin, humoristes, je suis pas sûr qu'ils apprécieront vraiment, disons mais humoriste malgré lui, quoi. Mais, voilà. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression qu'avec pour du contenu sérieux, j'ai du mal, même en tant que consommateur, à aller, kiffer des trucs et enregistrer des choses, de format court. Moi, je suis toujours un mec qui rôde YouTube comme un fou et une vidéo de moins de 15 minutes, limite, flemme, vas-y, ça va il va me dire des banalités. Non, non, Ouais. moi, allez au fond des choses, les gars, voilà, c'est un peu mais ça. mais mais, hem, mais du coup, bah, Mmh, je me permets, mmh, je suis pas totalement en accord avec, le concept de présent permanent par contre. mmh. Hem, je trouve il y a quelque chose de très puissant dans le présent. Je pense que ce que tu décris plutôt, c'est quelque chose de l'ordre de l'instantanéité, Oui, c'est ça, et ouais, de ouais. la distraction, quoi.
de Mmh. justement comment débrancher son cerveau. Pour le coup, je suis d'accord, avec éventuellement une volonté de permanence de ce débranchement, mais il y a quelque chose de quand même, très beau dans le présent aussi et d'être vraiment ancré dans son temps comme tu disais tout à l'heure et en effet par contre ça ça nécessite aussi d'être capable de cultiver un patrimoine et d'être, enrichi aussi de tout ce qui a déjà traversé, le temps et justement par rapport à ce que tu disais, où je te rejoins complètement, et c'est un petit peu notre, slogan politique peut on pourrait dire comme ça, Nick Fury, «Creation is not content» quoi. La création, c'est pas du contenu et donc même si je sais que Nick Fury, c'était pas un contenu en soi auquel tu faisais référence dans le travail d'analyse des lyrics, mais en tout cas, ouais, par rapport à ça, comment toi tu vois les choses justement dans ton travail de documentation? Comment faire la distinction entre, justement un contenu, à la YouTube, basique quoi et finalement une création aussi d'ordre artistique, dans ton cas de documentaire en fait de voilà, Critique qu'est-ce que tu penses de tout positive. ça autour de la création n'est pas du contenu et comment toi tu l'interprètes et comment tu le ressens? Bah, effectivement, déjà, il y a ça, il y a la peut-être la durée. Après, encore une fois, je pense que c'est pas forcément le meilleur moyen de faire la distinction. Parce que tu peux avoir une œuvre, que ce soit une musique, un court-métrage ou ce que tu veux, qui peut durer 1 minute et qui peut te marquer sur, 10 ans. Enfin, je sais pas, mais tout est possible. Mais il y a plus cette idée d'aller dépasser un petit peu, en tout cas dans le cadre journaliste un peu, on va dire journalistique, de dépasser le juste, bah, la dépêche AFP, quoi. Oui, je peux dire Nick Fury a sorti Nick Fury Ghost Company 2, au mois de mai, ça, avril, je sais même plus, Mais 2026. ouais. Voilà, on retrouve un morceau où il rappe, il y a 14 tracks et ça fait, 38 minutes. Bon, OK, c'est cool, c'est très bien, hein, mais ça, enfin, malheureusement, c'est les IA qui peuvent te le faire mieux que moi. Ouais, tu veux dire que c'est de la Voilà. communication en fait, on Voilà, on est plus dans communique la une information communication, quoi. voilà, c'est ça. Mmh. Et après on peut faire la même chose et allez, encore une fois, je reprends mon exemple de tout à l'heure que j'ai inventé de toutes pièces, mais Rakim machin en freestyle. Bah, en fait, oui, si je veux faire une recherche Wikipédia ou même je vais demander à une IA: «Est-ce que tu peux me parler de ce freestyle?» En fait, il va me ressortir ce que le l'influenceur va me faire en un reel d'1 minute. Bah, du coup, quel intérêt, du coup, de faire un contenu vidéo pour ça? Ça existe déjà, tout le monde le sait, pas dans le sens où tout le monde le sait, mais il suffit de taper le truc sur internet, tu peux le trouver. Moi, je suis vraiment dans le truc de, bah, j'essaie d'apporter des nouvelles choses, en fait, comme un artiste. C'est-à-dire, il y a un existant, et moi, pourquoi j'irais faire quelque chose qui existe déjà? Dans ce cas-là, autant ne pas le faire. Moi, je veux vraiment apporter ma patte, mon analyse et du coup des billes, comme on disait, enfin Et pour le coup, nous, on a toujours, et moi je l'ai souvent dit, hein, j'ai toujours boosté à la mort ce que ce que le journalisme que je vais qualifier d'indé, on va dire ça comme ça, enfin, parce que pour moi, si tu es obligé de venir dire ce que je fais c'est bien parce que ça, bon, c'est déjà un peu relou puisque de toute façon n'importe qui pour même si c'est pas vrai, bah, va te dire que ce qu'il fait c'est bien. Mais ça donnait quand même quelque chose qui pouvait nous permettre de créer une espèce de circuit alternatif à celui du très mainstream, où là, pour le coup, ils ont tout ce qu'il faut. Leurs journalistes sont ultra respectueux de ce que font leurs stars, etc. Enfin, et, euh, et ce circuit-là existait quand même vachement quand on avait toute cette histoire de rap alternatif à une certaine époque, parce que les gens, justement, des artistes respectaient leurs auditeurs et en retour, les journalistes qui étaient, on va dire, des auditeurs aussi, ben, pour le coup, analysaient de manière beaucoup plus pointue et plus intéressante et permettaient de créer une espèce d'écosystème dans lequel on était plein. Ça pouvait être, ça allait du journalisme aux rappeurs en passant par énormément on va dire, j'allais dire de corps de métier, mais énormément de gens dans des disciplines différentes. Et j'encourage d'un côté les artistes à vraiment donner leur, entre guillemets, hein, je prends l'expression exprès, à ces mecs-là en priorité et à ce qu'on crée tous ensemble cette espèce de circuit alternatif qui permette de pas forcément avoir besoin d'être relayé par quelque chose d'ultra big qui ne comprend même pas le début d'un morceau de ce que tu fais, quoi, qui ne peut avoir qu'une analyse ultra basée sur succès, non succès, potentiel succès ou pas, quoi.
Ouais, et puis surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que si tu prends, effectivement avant Facebook, mais surtout avant Instagram, tu avais ce truc alternatif, enfin, le terme, voilà, on l'utilise comme on veut, peu importe, mais tu avais du coup des sphères un petit peu sur internet. Alors c'est des gens qui avaient souvent un peu de moyens aussi, voilà, il fallait avoir un ordinateur, une connexion ADSL, ce que tu veux. Mais tu avais des gens, qui étaient vraiment dans un espèce de circuit, ils vont de MySpace en MySpace, ils vont sur des forums et donc il y a des communautés qui se créent autour d'artistes innovants et intéressants et cetera, comme La Caution et en fait, en quelques années, on est arrivé à un moment où tout d'un coup, bah, oui, les gens, qui ont un peu moins d'argent, genre, voilà, ils peuvent s'enregistrer avec un petit micro, mettre, 3 mousses sur leur mur et un logiciel craqué et faire des trucs carrés parce qu'en fait, ils ont du talent. Voilà et mais en fait, maintenant, on est arrivé encore à une step au-dessus, où en fait, maintenant, je vais pas dire que tout le monde fait de la musique, j'exagère, ou tout le monde est journaliste, mais énormément de monde crée du contenu, que ça soit de l'art ou pas, ou que ça soit juste du divertissement ou peu importe et donc en fait, bah, les véritables artistes, ceux qui ont une vraie démarche, vraiment intellectuelle et cetera derrière, sensorielle, ils vont être noyés là-dedans et en fait, bah, du coup, tu sauras même pas qu'ils sortent des choses. Parce qu'en fait, toi, tu suis, 2 000 comptes ou 1 000 comptes sur Instagram et donc ça va autant t'envoyer, le truc, du chien, qui je sais pas, qui est tombé dans une flaque et du coup, c'est drôle. Donc tu as liké une fois ça et donc en fait, l'algorithme, il s'est dit: «Ah ouais, il veut voir des chiens», voilà Ouais. et et en même temps, au milieu de ça, tu vas avoir Lucio Bukowski, son dernier album. Et sauf qu'en fait, si tu loupes l'un, tu auras pas l'autre. Enfin bon, bref. Et là, en fait, c'est un problème parce que, D'ailleurs, c'est très c'est bien. marrant les chiens, mais parfois j'ai envie d'aller écouter de la musique, de Lucio Bukowski, quoi. Qui a sorti un très bon Mmh, album, au passage comme d'hab, ouais, j'ai envie de dire. Et mais du coup, bah, justement, tu mets les pieds dans le plat avec mmh. justement cette espèce de, heu, allez, de non-adéquation quelque part, de promotionner un contenu, j'ai déjà le mot contenu, mais promotionner, heu, une une création, qu'elle soit journalistique ou artistique, mais avec un intérêt, avec du cœur, avec quelque chose de cossu derrière, sur un réseau qui en fin de compte, est un amas de contenu dont le but est d'être le plus intéressant possible, on va dire au sens euh, au, au- au sens premier du terme, c'est-à-dire que il a eu de l'intérêt parce que je l'ai fait rigoler, parce que j'ai mis un chien, comme tu dis, qui fait un truc de fou, et coup sec, forcément, ça réagit. Donc, ça fait appel aux instincts premiers. Et c'est vrai que pour des artistes, voire des journalistes, voire des n'importe qui amènerait quelque chose de moins direct, c'est pas forcément à la base le meilleur endroit. Alors, on peut promotionner quelque chose via cet endroit, c'est-à-dire avoir une communauté là-dessus. Mais c'est pour ça, bah, justement, qu'est née la réflexion autour de la plateforme Hike, c'est de se dire, bon, ça, là, ça va être un endroit où il y a, bah, tu viens pas pour chercher un chien qui pisse bizarrement et tu gauleries. Tu viens vraiment, voilà, pour avoir des artistes, essayer de capter ceux, en tout cas, que tu apprécies. Tu vas essayer d'aller en profondeur et développer un lien avec eux beaucoup plus fort parce qu'il y a cet espace de liberté, qu'il n'y a pas d'algorithmes qui vont t'emmener ailleurs. Tu es venu sur Hike parce que tu aimes tel artiste, bah, tu vas être connecté directement. Tu seras pas noyé par plein de trucs. Et, euh, et bien sûr, ça amène cette question de l'économie, justement, du journalisme indé rap, pour le coup, puisque c'est dans cette branche que tu trouves. Et on t'a commencé en intro à nous dire la teneur du level de cette économie. Mais toi, concrètement, comment la formule secrète vit ou survit financièrement YouTube, crowdfunding, merch, ou alors taf tout simplement et c'est développé comme quelque chose de passionnel pour le moment, mais C'était en justement voilà, attendant que Ike arrive, en tout cas. Mmh. c'est ça. En tout cas, à la base, oui, moi, comme je disais au début, au moment où je lance le média, hormis, le fait qu'il y ait le covid, j'ai une activité, de vidéaste freelance, où je travaille vraiment 6 jours sur 7 parfois. Donc en fait, j'ai aucun souci financier à ce moment-là et c'est juste que j'ai du temps enfin, donc bah, j'en profite et j'y vais par pure passion, si j'ose dire. Avec le temps, le travail s'est tari, et là, on est arrivé à un moment dans mon contexte professionnel où mon activité est pas réduite à néant, mais bon, on est, en tout cas, à minima, à la moitié de ce que ça a été à une époque, voire peut-être moins encore. Donc il y a aussi cette idée peut-être effectivement de réussir à récupérer un petit peu,
un retour sur investissement sur tout ce travail, passionnel dans un premier temps, mais financier. Mais par contre, ça peut être quelque chose, une activité annexe qui reste une vraie passion et qui en même temps quand même, à un moment je me dis: «OK, j'ai un retour, qui me permet moi de vivre en fait comme tout le monde, d'avoir mon appart, de nourrir ma famille et cetera». Tout en ayant et bien sûr, je pense une activité quand même en freelance à côté, qui va rester, incontournable, quoi. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que déjà le déclic, comme tu l'as dit, c'est quelque chose de l'ordre de la passion et ça pose vraiment aussi la question à tous ceux et toutes celles qui se lancent, c'est pourquoi tu fais de l'art, en fait? Et avant tout, ça doit être quelque chose qui vient du fond, du cœur, des tripes, enfin, c'est pas vraiment la même chose, mais on dit comme on veut, mais c'est quelque chose qui est fait dans une démarche, authentique et sincère, pas dans un premier temps pour, générer, des thunes, même si après ça doit être une conséquence, logique, d'une activité aussi, artistique et créatrice. Donc ça, c'est super intéressant et c'est vraiment le point de départ de je pense, de toute démarche, qui a vocation à se pérenniser, même si ça peut être un peu plus difficile au début et après, ce que tu disais, c'est un peu la même problématique finalement que dans la musique quand on en parle assez souvent. Ouais, maintenant, ça y est, ça commence à se enfin, à circuler dans l'espace public, quoi, qu'un stream paye 0,003 € sur Spotify, en tout cas. Sur YouTube, c'est pareil. Je pense qu'on doit faire 1 million de vues avant de pouvoir commencer à monétiser, quoi, qu'ils ont dû changer un peu leur méthodologie et ça paye encore moins. Je crois que c'est 0,002, par, vue à partir d'1 million de vues et de 1 000 abonnés. Enfin, il y a toute une mathématique, un petit peu, heu, compliqué quoi autour de tout ça. Parce que encore une fois, leur modèle économique se base sur de la publicité, je capte de l'attention, donc j'ai, bah, comme le disait très bien Lelay, à son époque, mais à une échelle, démultipliée du temps de cerveau disponible à vendre à des annonceurs pour faire de la pub et intercaler de la pub au milieu de tout le contenu, qui est diffusé, sur YouTube. Mais du coup, par rapport à tout ça, la démarche au fond, elle est la même, en tout cas dans le cadre de notre réflexion qu'on a menée avec Nick Fury, autour de la création de la plateforme Hike. C'est de dire, quelqu'un comme toi, c'est pas aller chercher forcément les millions de vues et c'est bien si ça arrive et tant mieux, ça veut dire que ça a intéressé énormément de gens et c'est très bien, mais c'est des chiffres qui sont complètement décorrélés de la réalité d'un être humain, quoi. Je me demande combien ça fait, il y a combien de zéros quand je te dis, j'ai fait 10 millions de vues? Je pense même les gens ne peuvent pas le citer, instantanément parce que c'est trop grand comme chiffre à envisager pour un esprit humain et donc aller travailler avec ceux qui captent vraiment ce que tu fais, ceux qui kiffent, ceux qui croient au final dans l'intérêt de ta création et qui ont envie de la voir, exister et perdurer et c'est avec eux, que le lien doit se travailler et se construire et les engager aussi parce que toi, tu es engagé à ta manière, les engager en retour à participer financièrement aussi à financer ta création et après il y a plein de modèles qui peuvent s'inventer et qui sont sains et qui sont pas du tout pour le coup des astuces marketing pour pouvoir accrocher le gars, dès qu'il va scroller sur la vidéo et après, tu vois, le faire durer machin jusqu'à la première pub qu'il va pouvoir se prendre et du coup lui arracher, 0,002 €, mais du coup dans quelque chose de sincère et comment toi tu vois ça et comment tu peux imaginer et envisager aussi, la construction d'une économie comme ça, pérenne et saine Un et modèle. sincère Mmh. avec ton public. Déjà, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est, qu'effectivement, peu importe qui on est en termes de créateur, sur les réseaux de manière générale. Déjà, on est appelé créateur de contenu, ce qui est assez bizarre comme expression, je trouve, enfin, qui est un peu fourre-tout, en fait. Parce qu'un contenu, oui, je sais pas moi, l'affiche qu'il y a dans mon immeuble pour dire que l'ascenseur est en panne, c'est un contenu, enfin bon, bref, c'est un peu bizarre. En tout cas, il y a ce truc de il faut te plier, à des règles qui déjà changent tout le temps. Qu'en plus, de toute façon, tu ne connais pas vraiment parce que, il y a pas un jour le PDG d'Instagram ou de YouTube qui est venu dire: «À partir de la semaine prochaine, il faudra que votre vidéo dure, 2 minutes 22 et que vous fassiez un extrait de 30 secondes au début pour que votre vidéo soit bien mise en avant par l'algorithme». En fait, non, c'est les gens qui déduisent ça en regardant,
bah, quelles vidéos ont marché et cetera et donc tu vas trouver des tutos pour, ou alors tu vas demander à une IA, c'est ce que je fais, bah, comme plein de gens, à des IA: «Alors quelle est la technique pour que ma vidéo, elle remonte dans l'algorithme?» Et du coup, tu as tout un travail qui est déjà est chiant, et qui surtout, formate en plus les contenus, mais d'une manière, insupportable. Et là, encore une fois, on utilise le terme contenu, mais, alors en imaginons même pas si, tu es un je sais pas moi, un gars qui veut faire des courts métrages ou de la web série ou machin, c'est une tannée. Enfin, je veux dire, pourquoi tu vas pas faire des trucs sur YouTube aujourd'hui si tu es cinéaste? Tu vas aller chercher le CNC ou je sais pas, ou Vimeo ou enfin, tu vas pas prendre YouTube parce que YouTube, tu sais que c'est un cadre très particulier avec des règles implicites, qui vont faire que ton œuvre, ne va plus vraiment être une œuvre, en fait. Et en même temps, Bref, tout du le monde coup ouais, s'extasie en ce moment, sur le fait que des youtubeurs ont permis de réinventer Hollywood parce que, je sais pas, tu as vu, ouais, non, bon, je vois c'était le juste une truc, parenthèse. après ouais, il y a ce phénomène-là, où finalement les youtubeurs se retrouvent à la télé et au cinéma, ils font des trucs nuls que personne ne va voir. Bah, bon bref, c'est un autre débat, mais du coup, après moi, c'est là où je me dis que c'est intéressant, c'est qu'en fait, quand tu arrives à t'extraire de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai une communauté qui est petite, mais qui existe de 3 000 et quelques personnes. Je dis pas que j'ai ramené 3 000 personnes sur Hike, mais ne serait-ce que 10, si ces 10 en fait, ne sont plus guidés par un algorithme déjà pour découvrir ce que je fais, mais sont guidés, bah, soit par, une date de publication tout simplement, le Ouais. truc le plus basique de la terre, soit parce qu'en fait, effectivement, j'ai fait un featuring ou une collaboration avec une autre personne qu'il aime bien, enfin voilà, des choses un peu plus logiques, soit humaines, soit liées à la chronologie. Bah, là déjà j'arrive à m'extraire de ce flux, insupportable dont on parlait tout à l'heure et donc j'ai un peu la main sur ce que je veux faire finalement et je vais pas me plier à des règles et là, tu retrouves une liberté créative, en fait et ça, c'est vraiment le plus important et après, il y a effectivement cette question financière qui revient, qui est aussi intéressante pour des gens comme moi qui sommes en parallèle en freelance, en plus, où effectivement, on n'a pas un salaire, qui tombe tous les mois de manière régulière, qui nous permet de mettre la famille, bien, Voilà, quoi. oui. Donc du coup, effectivement, si les on peut dépasser le like ou l'emoji flamme comme retour, sur notre travail, bah et que ça peut être ne serait-ce que 1 €, 5 €, ça fait plaisir, on va pas se mentir. Voilà. Mais Ouais, parce l'idée que l'idée, c'est 300 vraiment ça, hein. personnes, comme tu Mmh. dis, à 5 €, ça fait 1 500 €, ça fait déjà Bah quelque oui. chose de raisonnable, en fait. Mmh. Ouais et puis surtout, l après ça, c'est quelque chose et je pense on a tous pu le voir, les gens qui sont, qui ont une approche, plus sensible et plus profonde de tel ou tel artiste ou de tel ou tel type de journalisme. L'idée, c'est que, à un moment donné, on se rééduque tous ensemble dans nos réflexes de consommation. Tu déjà ça tu vu? Moi, j'ai toujours eu un problème avec ce mot de Bah «je oui, consomme de la oui. Mmh. musique». Enfin, je kiffe, Ouais, c'est une j'apprécie, expérience, en ouais, plus. Mmh. ouais, je me fais plaisir et cetera et cette espèce de de trucs qu'on partage, cet échange qu'il peut y avoir entre, quelqu'un qui serait uniquement un auditeur, quelqu'un qui serait un blogueur, un journaliste, un rappeur, un poète, un graphiste et cetera. Il est ultra sain quand les intérêts se rencontrent. J'aime ce qu'il fait, j'apprécie ce qu'il fait et à ce moment-là, on a forcément, beaucoup moins de soucis à se dire que, voilà, s'il faut mettre un peu de beurre dans les épinards de trucs, il y a aucun problème et les gens n'ont rechigne rarement, sauf si quelqu'un, par exemple, serait fou et se dit: «Je vends tout à je sais pas combien», enfin, tu vois? Mais en général, les gens qui sont dans l'indépendance ont déjà cette petite pudeur par rapport à l'argent et quand ils mettent un petit truc et cetera, ils disent: «Non, mais les gars, vas-y, contribuez comme vous voulez, quoi» et ça, c'est hyper intéressant et souvent, bah, tu as en retour, des gens qui contribuent beaucoup plus que ce qu'eux pensaient et le problème qui se pose à beaucoup d'artistes ou de journalistes ou en tout cas tous ces gens qui travaillent dans la sphère culturelle, c'est le temps passé à justement cette activité culturelle et ce que ça rapporte. Et c'est pour ça que avoir une occurrence digitale qui permet de faire tourner la boutique entre guillemets en optimisant son temps, je pense qu'à un moment donné, il faut des alternatives et il faut que le public se, se concerne par le fait qu'il faut faire avancer les gens qui font ça, pas uniquement, enfin en tout cas pas du tout à la base pour l'argent, comme disait Abdallah, mais vraiment pour la passion, pour la cause, on va dire. Ah oui, c'est vrai que sur le long terme, en tout cas, c'est hyper intéressant et important même parce que, encore une fois, même moi, qui je pense est quelqu'un d'assez têtu,
Parfois, il y a eu des moments où je me suis dit: «Est-ce que vraiment je dois continuer?» parce que ça me prend énormément de temps. Maintenant, j'ai un enfant. Effectivement, bah, je dois travailler plus aussi pour rentrer plus d'argent parce que j'ai un enfant. Et donc tu vas avoir des phases de doute, comme tout créateur, comme tout artiste, comme toute, personne qui a une activité annexe plutôt, passionnelle et en fait, ce doute, il est surtout lié, effectivement, bah, au rapport, comme tu dis, temps, argent et aussi fatigue finalement. Les 3 vont ensemble quoi, donc si on peut rééquilibrer cette balance, c'est quand même, je pense, un vrai pas, bah, pour tous les gens en indépendant parce que, bah, on sera moins fatigué, on sera en meilleure santé, enfin voilà, on aura plus de temps à dédier à notre création donc tout le monde est gagnant. Ouais, parce que d'ailleurs, on parle beaucoup de hack, mais on explique rarement comment ça fonctionne. En gros, c'est un espace sur lequel, un artiste, quelqu'un qui crée peut diffuser sa création, quel que soit le format, digital ou physique, et c'est lui, parce que ça lui appartient, qui décide s'il la rend accessible gratuitement ou parce qu'il a envie de le faire, parce qu'il a envie de faire kiffer, les communautés, ou s'il considère que ça mérite, d'être, rémunéré contre un prix, que ce soit un documentaire, de la musique, un e-book ou que ce soit un livre, un disque ou une affiche, d'album ou une cassette, je sais pas, peut-être tu vas te mettre à faire des cassettes, la formule secrète, ça pourrait être génial, VHS et tout, c'est incroyable. VHS, ouais. Ce Je serait pense un que c'est c'est quelque chose qui va revenir en force quoi, comme le vinyle. Non, je sais pas, je déconne, mais ouais, et surtout l'artiste garde 100 de son prix, de ses gains, et il peut les transférer directement sur son compte bancaire. Et il reçoit son virement en moins de 24 heures, et il y a une petite commission de 10 qui est payée, par le contributeur, au moment de la transaction. Donc, vraiment l'artiste garde 100 de ses gains, contrairement à tout ce qui existe où c'est toujours ponctionné, une commission est ponctionnée sur la part de l'artiste ou un abonnement. Ici, c'est gratuit aussi, pour ceux qui souhaitent diffuser leur création. Donc, vraiment, il y a tout à gagner, il y a vraiment rien à perdre, quoi. Ouais, et puis C'est il y a aussi ce truc, je pense, de la même manière que du crowdfunding, mais d'une manière un peu plus, comment dire? Ce qui est intéressant, en fait, sur Hike, c'est que, contrairement, par exemple, à si je vais aller sur Ulule ou je sais pas quelle autre plateforme de crowdfunding, où je vais lancer un projet et dire: «Voilà, à partir de tant d'euros, je peux la faire et donc vous allez la recevoir». Là, il y a ça conserve quand même ce côté réseau social qu'on a notamment sur Instagram. C'est-à-dire que là, bah, en fait, tu peux aller voir ma vidéo d'il y a 2 ans, puis ma vidéo d'il y a 2 mois. Tout est réuni sur un seul profil et donc tu es quand même dans une suite logique de «j'aime cette personne, donc j'ai pas besoin qu'il me fasse un post, sur 5 réseaux différents avec lien en bio, machin truc». Non, non, en fait, c'est juste là. Tu veux voir son dernier truc, qui lui demande un peu plus de temps. Je sais pas, un documentaire pour moi ou même, des fois je me dis: «C'est un truc qui me ferait grave kiffer», c'est de faire un peu une compile, une mixtape ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais de réunir un peu des artistes de cœur, heu, bah, je pense évidemment à La Caution, mais plein d'autres gens, et les faire Plaisir. poser sur des instrus un peu atypiques et tout, de retrouver un peu cette vibe qu'on avait dans les années 2000 sous entre guillemets «alternatif». C'est un truc qui me tiendrait à cœur et je suis quasi sûr qu'il y aurait plein de gens qui, si je leur dis: «Ouais, est-ce que je fais ça?» les gens vont me dire: «Oui». Après ils vont pas tous me donner de l'argent, mais en tout cas, il y aura une partie de ces gens qui me suivent et qui donc m'auront suivi parce que j'ai des plein de choses sur mon profil, qui vont dire: «Ah, il va faire ça!» C'est juste qu'il a besoin pour le coup, vu que c'est un projet un peu plus gros, bon là, il faut quand même qu'il ait un peu de mailles pour lancer le truc et bah, vas-y, je préachète ou j'achète et ça, c'est quand même, je pense, la grosse différence. C'est que tu viens fusionner et le meilleur du crowdfunding et le meilleur d'Instagram ou des réseaux sociaux en enlevant sur encore une fois ce truc d'algorithme insupportable, quoi. C'est un peu une bonne manière de résumer la chose. Et toi, le journalisme, pour revenir un peu vraiment sur ça, on a fait un petit peu un état des lieux du journalisme, on va dire, indépendant. Et tu citais des magazines dans lesquels tu allais rechercher justement de la matière pour pouvoir habiller en tout cas, rendre cossu tes interviews. Quels sont, toi, les magazines historiques rap et hip-hop qui t'ont le plus marqué? Ah moi, clairement, c'est Tracklist, de très loin, hein, Un grand big up à David d'Ancre, au frérot David d'Ancre. parce qu'il y a eu ce truc où alors c'est vraiment le truc débile, hein, mais je suis allé dans un truc de presse, dans un autre bled à côté de chez WAM. Et on avait, je sais plus à l'époque, c'était déjà les euros. Oui, je pense que oui, c'était déjà les euros. On avait, 5 balles ou 6 balles, je sais pas. On était 3 et on voulait acheter un magazine de rap parce que c'était stylé. On voulait faire comme les grands qui lisaient Radical ou je sais pas quoi, mais on connaissait pas et il y avait Tracklist en plus, il y avait un CD genre incroyable.
Je pense que j'avais pas encore internet du coup à l'époque, donc effectivement avoir un CD c'était waouh! Tu allais découvrir des nouveaux sons et donc je sais plus quel numéro, je crois que c'est le numéro 17 que j'avais acheté et je me suis pris une patate avec tous ces rappeurs que je ne connaissais pas. Dessus, il y avait J-Kill des 2 Balles, il y avait, je saurais même plus dire, il y avait, sûrement des mecs des Sages-Peau. Il y avait peut-être un mec de l'équipe, alors peut-être pas La Caution, mais un mec, voilà, un peu dans la vibe alternative ou que sais-je et en fait, j'ai grave kiffé, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, j'ai retrouvé, ce que mes potes me disaient, voilà, à l'époque quand je venais d'avoir internet, c'était, «Vas-y, va taper ATK, va taper machin, ça, c'est des vrais rappeurs» et du coup, il y avait ce truc où, bah, en fait, oui, le tracklist, c'était incroyable parce que tu avais et le magazine, comme tous les magazines et ce CD et en vrai, on était dans des sphères, du rap qui étaient voilà, même si je prends un Groove, par exemple, qui est aussi très cool, hein, mais Groove, c'est un peu plus classique, j'ai l'impression. Alors que Mmh. vraiment Tracklist, tu chercher, ouais, Prophétie, il était chez Tracklist. Donc du coup, après j'ai compris, il y a des années après, pourquoi. C'est parce qu'il y avait aussi ces liens d'amitié et cetera, qui s'étaient créés au fil des années. Des Octobre Rouge, je sais plus qui d'autre, enfin même des trucs hyper hardcore, genre Medellin et cetera, quand ils faisaient les compiles, Mmh. Illicit Project et tout, où c'était en mode bicrave avant l'heure, enfin voilà. C'est vrai que Bref, il y avait c'est plein de cohérent, sphères hein. et c'était, et vraiment moi j'ai pris mon pied avec Tracklist jusqu'au numéro, du coup 31, numéro anniversaire. Je crois que j'étais abonné d'ailleurs à l'époque et où il y avait le best of avec toutes ces collabs, Ah oui, qui ne ouais. s'étaient pas faites, notamment La Caution, Oxmo Puccino, 16S64 et Zoxy, où je trouvais que 16S avait mis une turbo race à Zoxy alors que pourtant avec Zoxy c'est quand même un mec, Ah voilà, c'est Zoxy, un c'est des un mecs des monstre. Sages-Peau, Ouais. c'est un tueur et je trouvais que 16S avait vraiment plié le truc, enfin bref. Pour moi, c'est vraiment des souvenirs de jeunesse, et c'est d'ailleurs, j'ai toujours pas fait d'épisode lié à ce magazine, mais j'en avais parlé à David lorsque je l'avais interviewé pour le docu, sur Mmh. Asphalt Hurlant qu'un jour je voudrais le faire, de rendre un peu plus hommage à ce magazine. Je suis pas sûr qu'il y ait eu de vidéo dédiée à ça. Il y a peut-être eu des articles, mais je pense pas qu'il y ait eu de vidéo dédiée à ce magazine. Mais ouais, c'est vrai que ça va le lien, il se fait, par exemple, tu vois, je savais pas que ça allait me répondre tracklist, hein, mais le lien maintenant, quand j'y pense, il est ultra clair parce que c'est vrai que David Dank, il avait vraiment aussi, cette acuité pour savoir ce qui était bien et heu, c'est dommage, c'est pas mis en avant, on s'en fout, on va le mettre en avant et on va pas le mettre en avant en mode cheap et en mode petit, mais on va arriver à mettre en avant, le truc parce que c'est nous qui savons ce qui est bien et ce truc-là, moi, enfin, voilà, toujours trouvé ça hyper frais. Les gens qui, bah, tu sais, c'est notre, quelque part, j'en dis notre, c'est notre culture en général. C'est nous, normalement, qui devons tirer les rênes et pas un algorithme ou un gars qui vient de commencer ou même un petit de 14 ans. Ça, Mmh. j'ai rien contre les Parle petits de de Julien 14 Vives, ans. ça? Non, non, mais en règle générale, quand tu donnes les clés du camion bah, aux gens auxquels tu as envoyé de la musique, pas pour en fait, pour les draguer de la manière la plus simple avec si tu veux, les entrées dans le son les plus faciles, mélodie, type d'accord, etc., etc. Bah, après, si c'est lui qui décide, bah, ça peut pas, ça, c'est impossible qu'il aille plus loin que ce que tu lui as déjà donné. Et pour le coup, je vois un peu l'analogie entre ton travail et, euh, et, euh, Tracklist, qui est un magazine qui faisait un peu ouais, dans l'idée, et qui pouvait aller je sais pas, du rap le plus alternatif, le moins connu, mais très lourd, jusqu'à des gens qui étaient très très installés, etc. C'était beaucoup de travail et c'était un magazine qui était fait avec passion aussi. Et donc, c'est vrai que t'as une vraie analogie. Et partant de ça, quel est le futur pour toi pour le journalisme indé français? Tu vas Indé dire rap, hein, je vais rester sur la sphère rap. ouais, Le reste, après, tu peux avoir un avis là-dessus il est bienvenu, mais d'abord, on se concentre sur ce qu'on veut essayer de remettre là où ça devrait être. après, ouais, il y a 2 trucs. Il y a soit tu es optimiste et dans ce cas-là, on va parler, clairement de Ike, mais pas que, mais de plein de choses. Enfin, si on veut sortir un tout petit peu le cran du côté, journalisme et en ce moment, beaucoup d'artistes ont décidé de ne plus trop publier leur musique sur, Deezer, Apple ou Spotify ou je sais pas quoi et de retourner sur un truc, par exemple, Bandcamp, pour le citer le plus connu, parce qu'ils veulent retrouver le contrôle, encore une fois, de leur création, de leur communauté et cetera. Là, pour moi, on peut avoir une vision optimiste de cette démarche où les gens vont se dire: «Ah oui, non, en fait, stop, l'algo, stop.
On retourne sur des trucs un petit peu comme on avait avant, en fait. Avant, on avait des forums pour parler de rap, on avait des MySpace et en fait, les liens se faisaient parce que tel artiste était en featuring et tu pouvais cliquer sur la tête de profil de l'autre artiste, MySpace et hop, tu accédais à sa musique et tu disais: «Ah oui, j'aime bien aussi, bah oui». Et en fait, tu vas retrouver des trucs comme ça, en fait, des choses qu'on avait dans l'internet, alors du coup 1 ou 2.0, je sais pas, mais qui sont quand même un peu plus intelligentes que juste mettre le hasard et le nombre de vues, quoi. Donc là, je pense qu'il y a ce côté optimiste et après il y a la version pessimiste et moi je suis quelqu'un de pessimiste, mais bon, on va croiser les doigts, où ça pourrait aussi s'empirer, c'est-à-dire qu'effectivement ces questions d'algorithme maintenant nourries, 1 000 000 de fois par des IA, c'est-à-dire que ce ne sont même plus des gens qui scrollent, mais des robots qui nourrissent des robots pour bref, voilà. Et qui fait qu'en fait, bah, on a plus du tout de contrôle et effectivement, bah, il y a plus en plus de choses et dont le fameux, le truc dont on parle beaucoup en ce moment, le fameux AI slop, qui parfois peut créer des trucs aussi intéressants. Mine de rien, même Skibidi Tentafruit, il y a des trucs très cool. J'ai découvert ça en me disant que c'était éclaté, mais non, finalement, il y a des trucs marrants. Bref, mais il y a quand même beaucoup de merde, hein, c'est un peu le principe et malheureusement, bah, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est plus dans ce truc-là. Mais bon, Mais ce soyons truc-là, optimistes. attends, ce truc-là, par contre, Mmh, il va nous forcer à mmh, arriver à ce dont on parle depuis tout à ouais. l'heure. Parce que Ah bah, pour oui, le oui, coup, c'est ça. c'est beaucoup plus simple de faire en IA une approche journalistique, différente enfin, qui serait, on va dire, allez, de surface, avec un petit truc, tu sais, genre une petite, donnée qui est un peu partout sur le net, que d'aller, comme toi, en profondeur sur tel ou tel artiste où, le travail journalistique ou le travail de recherche, il est passé dans un filtre de sensibilité que tu es toi et ce qui en ressort, c'est une vraie analyse subjective, mais c'est ce qu'on cherche en réalité dans le journalisme, en tout cas musical. Et même si beaucoup de gens essayent alors surtout en politique ou dans les news générales, etc., où les gens essayent de pseudo prôner la neutralité du journaliste, même s'ils sont complètement archi pas neutres, ouais, enfin, ils ont la neutralité de leur patron. Et nous, quelque part dans la musique, ce qu'on veut savoir, c'est quand c'est tel artiste que j'aurais certainement pas le temps, puisqu'il y a 8000 artistes qui sortent par jour, j'aurais certainement pas le temps d'aller écouter ce mec-là. S'il y a un mec dont c'est le taf, ou des mecs dont c'est le taf, d'arriver et de dire, attends, j'ai écouté ça, mais voilà pourquoi c'est bien, et c'est un langage qui est commun et qui est sincère et qui est un vrai échange, je pense que, au contraire, il faut vraiment, je pense, que l'avenir, il soit plus restreint, mais plus qualitatif. Et du coup, se recentrer un peu comme ce qu'on essaye de faire, que ce soit avec la plateforme, mais même humainement, hein, c'est pour ça que, tu vois, ça fait un moment maintenant qu'on se connaît. Pareil, que ce soit avec Abdallah, avec toi, avec plein d'autres artistes, quelque part, on est déjà en réalité en train de monter une espèce de circuit où se fomentent un peu toutes ces idées-là et où justement maintenant, je pense vraiment qu'il faut qu'on commence à le mettre à plat. Je pense que c'est un des trucs que j'ai dû te dire il y a 10 ans quand on parlait du documentaire. C'est-à-dire parce que si on le fait pas, on va se retrouver à être obligé soit d'arrêter, parce que voilà, bah, tous des grands garçons, il faut, euh, il faut pouvoir vivre, etc. Soit d'aller se, aller faire une sorte de mimétisme avec ce qui fonctionne et essayer de grappiller, etc. Et ça, c'est pas l'objectif parce que pour le coup, une culture et un art qui t'a habité aussi longtemps, je pense que c'est pas l'idéal de venir et de tout jeter, de jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi, en gros. Et, euh, et donc voilà, je pense qu'on peut peut-être se dire qu'on est sur l'approche optimiste pour te sortir de ton pessimisme, mais ça va faire, ça prendra tout un village, pour prendre le proverbe africain, pour faire tout ça. Et dans ce village-là, il y a les artistes, il y a les journalistes, il y a le public. C'est ça, il doit, enfin, les gens, ceux qui apprécient pas, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Mais quand tu apprécies tel ou tel truc, il faut commencer à se dire que je participe, que ce soit financièrement ou quoi que ce soit, même si c'est léger, hein, même si mais c'est quelque chose qui est hyper important à remettre parce que c'est comme ça. Et nous-mêmes, quand on est public de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à faire tourner, c'est-à-dire l'authenticité doit recommencer à payer entre guillemets, quoi.
excusez-moi, j'ai fait une longue diatribe sur l'authenticité, mais C'est voilà. une très belle, Je pense ouverture, que on tu as on touché le truc et c'est pour ça tout à l'heure j'avais fait une petite story là, parce que j'avais écouté justement les l'interview de LK, parce que justement j'avais en fait, c'était dans mon algorithme, toutes ces vidéos, ces premiers podcasts. C'était dans ma playlist à regarder plus tard, voilà et donc je me suis dit: «Bah, il faut quand même que j'en écoute vraiment un avant de participer» et du coup, j'ai fait une petite story juste pour partager, la plateforme et j'avais fait aussi pareil, parce que Fennec avait publié un truc, bref. Ah Et oui, j'avais mis vraie connexion, vrai humain et pour moi, c'est un peu ça, c'est ce que tu as dit là. ouais. Authenticité, vrai, humain et connexion parce que ça reste, du web, enfin du téléphone, du ce que tu veux. Et juste c'est l'idée de s en fait, quand tu es sur Instagram, bah, il y a 1 milliard de comptes, donc en fait, les humains ne se rencontrent plus. Là, on sera un plus petit nombre, on sera plus avec des gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes en tout cas les mêmes kiffs et du coup, on va pouvoir vraiment se parler, vraiment partager quoi, pas juste, «Vas-y, clique sur le lien en bio» et puis voilà quoi. Un peu comme tu fais sur tes live Twitch, hein, Mmh. pour Exactement, reciter exactement. Squat, Underground Connection. tu vois? C'est ça, exactement. Et donc alors, ce serait quoi pour la prochaine étape pour la Mmh. formule secrète? Alors tu peux me dire, heu, futur proche, court terme et long terme. Enfin, et tu as le droit d'extrapoler sans pessimisme sur des trucs, je deviendrai le king de la place. Ah, tu peux extrapoler le plus possible. Bah, court terme, comme tu le disais, là, je fais du live Twitch en ce moment et là, on se rapproche un peu plus du contenu finalement. Mais aussi ce que je te disais qui est hyper intéressant, c'est que tu as ce contact, justement, cette connexion humaine avec les gens, notamment via le chat. C'est pas juste un Carrément. commentaire. Tu vas pas lire un commentaire, qui a été posté, tu vas parler avec les personnes, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et qui me fait grave kiffer et qui me donne envie de continuer. Donc ça va être dans un premier temps parce que ça mine de rien, ça demande moins de temps. On est dans du direct, il y a évidemment moins de préparation. Je vais pas faire 3 fois la même prise pour avoir la bonne phrase et après sur le moyen long terme, se recentrer peut-être même au-delà des chroniques, qui étaient quand même le cœur de mon contenu au début. On va aller sur des trucs un peu plus ambitieux justement. Il y a notamment ce documentaire sur le double album, Peine de mort arc-en-ciel pour daltonien, mais qui est quand même programmé depuis longue date. Mais l'idée après, c'est de continuer sur ce genre de choses. Ce que j'ai déjà fait un tout petit peu, et de manière un peu plus spontanée aussi d'ailleurs, avec Tito Berman ou, Didi par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est capté à un concert ou je sais plus où, on s'est dit bonjour et comme moi j'apprécie ce qu'il fait, je lui dis: «Ah ça te dirait on fait une vidéo?» et en fait je ne calcule pas forcément, sur le moment, je commence pas à faire un storyboard, un scénario nin Au final on se dit: «Vas-y on se retrouve tel jour» et en fait on filme. Et bah, pour Didi comme pour Tito Berman, c'est ce qui est arrivé. Didi, bah, on était dans son quartier, on a filmé sa cité, on a filmé sa famille, on a filmé sa collection de jeux vidéo et finalement, c'est ma vidéo la plus vue parce que les gens se sont attachés à Didi, qui est quand même une personne hyper attachante, Ouais, en ouais, plus d'être grave. un excellent rappeur. Et Les Tito 2. Berman, d'une autre Ouais, manière, on a marché le long de la Marne parce qu'il faisait joli, il faisait beau, la Marne, c'est cool et on a parlé de Tito Berman, le passé, le présent, le futur et c'était un super moment et les gens ont cliqué parce qu'en fait, bah, encore une fois, vrai humain. Le gars raconte sa life, il raconte ses kiffs et en fait, je me dis que c'est peut-être ça qui est encore plus sympa à faire que des trucs hyper travaillés. C'est d'aller sur des un peu plus spontanés, mais tout en gardant quand même une forme vraiment pro, des longs formats. Voilà, on tombe pas dans le truc fait au téléphone, en 2-2, avec des keywords, quoi. On reste quand ouais. même sur du vrai contenu. On profite pour faire un bonjour à Didier et Thibaut, qui sont des Mmh. super personnes aussi, hein. Et du coup, j'imagine que ça donne forcément des bons échanges. Et Mmh. d'ailleurs, ben, pour le documentaire, enfin, moi, je suis hyper fier du documentaire que tu as fait sur, enfin, sur les 20 ans d'Asphalt Hurlant, donc de notre premier album. La qualité, elle est top, tu vois, vraiment, on est vraiment sur un documentaire de très grande qualité. C'est fait avec les moyens du bord, donc c'est vraiment du pur talent entre guillemets dans même que ce soit dans la rédaction, la rédaction du truc ou dans l'exécution, dans le montage, dans la vibe et c'est vraiment quelque chose d'hyper fort et c'est pour ça que nous justement ce type d'initiative et de alors pas uniquement parce que c'est sur l'album de la caution, mais pour le coup c'est vraiment quelque chose, cette qualité-là, on pense que vraiment beaucoup plus de personnes devraient
allez checker et allez donner de la force à ce genre d'initiative-là parce que c'est quelque chose que tout le monde big uprait si c'était sur Netflix. Alors, pas sur la caution, par exemple, pour pas être monomaniaque, mais je sais pas, sur n'importe qui, quelqu'un de plus big que nous. Mais si c'était sur Netflix, tout le monde dirait, ah, il est charmé le reportage, etc., etc. Et en réalité, euh, les tiens ont vraiment, vraiment rien à envier à ceux qui sont en place, entre guillemets, et permettent de découvrir, etc. Donc, j'invite vraiment tout le monde à aller checker la chaîne YouTube La Formule Secrète, bien sûr, les réseaux et puis, comme mot de la fin, Puis qu'est-ce que le tu compte pourrais... Ike de la Formule Secrète, Ah, bien voilà. Voilà. sûr, bien évidemment. Et le compte Le Ike de la gardien. Formule Secrète, le compte Ike de la Formule Secrète, ça va devenir à terme ton réseau principal parce que je pense que il faut vraiment commencer à se dire que des mecs qui font du contenu, puisque ça, là pour le coup, ça va être des vidéos, du contenu, etc., qui a euh, ce, ce nombre d'heures de taf, qui font ça de manière bénévole pour la cause, pour la culture, bah faut donner de la force. En tout cas, moi, c'est quelque Surtout, chose. comme tu disais, c'est un documentaire, en fait. C'est même plus un contenu à ce Ouais, c'est stade. ça. Et ce type de documentaire, ce type de travaux qui sont très bien, qui amènent et qui font bouger les lignes, il faut les soutenir. Et moi, c'est ce genre de choses que j'aime soutenir. Donc, euh, sur Ike, venez nombreux à vous abonner au compte La Formule Secrète. Et, euh, et puis voilà, je pense qu'on a Et un et peu peut-être vu un tout ça. point que Ouais. je me permets de rajouter et ce que je rebondis là-dessus, c'est, on reprend encore parce qu'on parle beaucoup d'Instagram, bah, en fait, c'est parce que c'est le truc qui marche le mieux, Mhm. en termes de visibilité. Mais par exemple, typiquement, que ce soit un documentaire, un artiste qui fait un album, un morceau, ce que vous voulez, en fait, la plateforme, elle veut pas que tu te casses. Elle veut pas que, tu ailles écouter la musique. Elle veut que tu restes sur Instagram, voir le reel, l'extrait ou ce que tu veux ou le morceau. D'ailleurs, je vois maintenant des clips uploadés en entier sur Instagram, alors que c'est un petit écran comme ça et que c'est au format horizontal, alors qu'Instagram, c'est sur pour téléphone, donc c'est vertical. Instagram ne veut pas que vous quittiez la plateforme, donc il va pas vous inciter à aller découvrir, ce dont parle la personne. Ce qui fait que naturellement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je dois faire du contenu, au format Instagram de 1 minute, voilà, qui se suffit à lui-même. Ouais. Mais en fait, dès que tu veux sortir quelque chose de long, de travailler et là, en plus, il y a aussi le truc physique. Donc là, on sort vraiment totalement du contenu puisqu'on vient te faire, de la sape, de la peinture, bref, des œuvres d'art et des trucs matériels quoi, concrets. Et bah, là, par contre, il y a cette démarche. Ben oui, bien sûr que tu peux cliquer et sortir de ma plateforme. L'idée, c'est que tu récupères un vrai truc, en fait. Et il y a pas ce truc: «Non, non, non, reste». Non, tu découvres sur Hike et après tu vas prendre l'artiste là où il est, que ça soit du physique, donc il va t'envoyer un colis ou du numérique et dans ce cas-là, ça peut être sur une plateforme type YouTube, mais ça peut être aussi un lien digital, un transfert, enfin bref. Et ça, je trouve que c'est aussi la grosse différence. C'est que là, on n'est pas juste dans, une vitrine. On est dans, je vais dans la boutique. C'est ça la C'est différence, ça, je rentre dans l'atelier de mmh. l'artiste, je vais Ouais, vivre la exactement. création au plus proche de ce qu'il peut me Mmh. proposer. Ouais, c'est très bien résumé. C'est un très beau mot de la fin. Alors, merci Ouais, beaucoup, carrément. Bah, merci à tous Jérémy, les 2. la C'était un formule Merci. plaisir. secrète. C'était un plaisir et puis, on se retrouve sur Hike. On retrouve sur Avec Hike et plaisir. n'hésitez pas à aller checker vraiment le taf est Mmh. colossal maintenant avec plusieurs années d'expérience et hyper intéressant, hyper pointu. Donc, grand big up la formule secrète et on se dit à très vite à tous Ciao. sur Peace. Creative Hustlers, le podcast de Hike. Ciao. Salut. Ciao.